Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 4-3 du Milan face à Sassuolo ce soir. Ouverture du score milanaise sur une frappe de Bonaventura déviée par Acerbi à la 9e minute. Égalisation de Politano dans la minute qui suit sur une belle passe décisive d'Abate. But d'Acerbi à la 54e minute. But de Pellegrini à la 60e. 3-1 pour Sassuolo à l'heure de jeu donc. Et ensuite c'est un penalty de Bacca à la 69e qui relance les Milanais. Un but magnifique de Locatelli, demi-volée dans la lucarne à la 72e, et c'est une tête de Paletta à la 77e qui parachève le succès milanais dans la douleur. Pour en parler avec moi ce soir, Tom, Superio et Nico, salut à vous. Salut. Messieurs, 7 buts, beaucoup d'erreurs, mais la victoire, qu'en avez-vous pensé? On démarre avec Nico. Je vais répéter quelque chose que je dis depuis le début de la saison et je suis quand même content de le dire, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec ce Milan-là. Alors il nous fait passer par tous les états. Je pense au match contre le Torino, le Napoli et aujourd'hui celui-là. Voilà, on prend du plaisir, enfin du plaisir peut-être pas parce que jusqu'à ce penalty plus que généreux, comme il faut quand même le signaler pour le Milan, qui nous a permis de revenir dans le match, la prestation du Milan était quand même assez indigeste. Mais bon, déjà, voilà, on ne s'ennuie pas, c'est le plus par rapport à ces dernières années. Et ce que je regrette par-dessus tout aussi dans ce match, c'est quand même qu'on avait très bien commencé le match avec ce but de Bonaventura et que Abate nous est complètement plombé le début de match avec cette passe complètement ratée. Bon, d'ailleurs, tu vas me dire, il y a Donnarumma qui fait une sortie un peu n'importe comment derrière. Mais je veux dire, ça a complètement remis le Sassuolo dans le match qui avait fait un très mauvais début de match et à ce moment-là, la donne du match a changé. Voilà. Après, je trouve que Sassuolo avait un peu de mal dans les 10 premières minutes. Et au contraire, nous, après ce but, je trouve qu'on s'est un peu écroulé. Après, ça n'excuse pas le reste de l'équipe qui, jusqu'à la 65e, 70e minute de jeu, était nulle part quand même. Voilà. Totalement, pour le fait de jeu évidemment qui relance Sassuolo, Abate se trouve une nouvelle fois, on voit qu'il est pas dans le coup. Et puis pour le penalty plus que généreux, Soupalio accordé à Niang, l'arbitre siffle, on est content, mais on va dire que si c'est dans le sens contraire, on crie au scandale. Oui, le penalty est généreux, il a des conséquences fâcheuses pour cette équipe de Sassuolo qui a largement tenu tête au Milan ce soir. Hein. Ce qui était bien avec ce match, là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était de voir des équipes qui alignaient pas mal d'Italiens. Et beaucoup de jeunes, hein. Italiens, oui. Il y a pas mal de joueurs de la sélection espoir de Di Biagio qui étaient présents sur le terrain ce soir. Le Pellegrini, là, il a l'air bon, hein. Oui, l'an passé, il a mis 3 buts pour sa première saison de Serie A, il fait ses matchs, oui. Il était même buteur lors du dernier match des espoirs. Comme quoi, même sans Berardi, il nous pose des problèmes. Et même à San Siro, alors Tom, par quelles émotions es-tu passé durant ce match? Par toutes les émotions, c'était un véritable ascenseur émotionnel ce match. C'est c'est au tout début du match, le premier but, on se dit bon, peut-être que ça va bien se goupiller. Puis on n'a même pas le temps de se poser, de mettre un coup derrière la tête de Sassuolo qu'on prend un but ridiculement bête. Et au final après, c'est ce match-là, c'est qu'en fait c'est difficile de parler d'un match complètement dingue où on passe par tous les états, où on se dit, après le 3-1, j'étais en train de penser un peu à l'émission, je me disais mais je vais jamais trouver des tops parce qu'ils ont tous été nuls, et au final on se retrouve avec un retour un peu miraculeux, à avoir des remplaçants qui ont vraiment marqué les esprits, on y viendra tout à l'heure. C'est difficile de parler vraiment de manière posée d'un match comme celui-là. Oui, alors il y a rien de vraiment rationnel effectivement, puisqu'on est revenu au mental et puis grâce à l'arbitre aussi un peu. Bon après vous dites qu'on s'est pas ennuyé effectivement sur le scénario. Maintenant prendre 3 buts, je préfère gagner un 0, hein, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que prendre 3 buts, surtout 3 buts comme ça, parce qu'il y a l'erreur défensive d'Abate effectivement sur le premier, mais sur les deux suivants, la défense collectivement est totalement hors du coup. Nico, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on soit beaucoup mieux en place tactiquement. Alors à souligner que Romagnoli n'était pas là, on sait pourquoi d'ailleurs. Oui, une petite blessure à l'entraînement hier, ils ont préféré ne pas prendre de risques. Donc rien de grave quoi. Ils préfèrent le récupérer pour le Chievo la semaine prochaine. À noter qu'il est sélectionné d'ailleurs hein, pour jouer, enfin je sais pas s'il sera titulaire contre l'Espagne, mais enfin ce qui est sûr c'est qu'il fait partie du groupe de Ventura. Donc cette mise en place tactique, Nico, alors comment l'analyser? Le fameux 4-3-3 de Montella, a eu du mal à se mettre en place. Après, il y a l'effet de jeu à la 10e minute effectivement, mais enfin on a bien vu quand même que Sassuolo était très bien en place et qu'on avait du mal à les bouger. Oui, après, faut pas non plus, faut rendre hommage aussi à cette équipe de Sassuolo que lors de la dernière émission on en parlait, fait quand même un très bon début de saison. Elle a même 3 points en moins suite à une petite erreur administrative, sinon je crois qu'ils auraient été devant nous au classement avant le début du match. Pour l'instant ils font aussi un bon parcours en Europa League, donc c'est pas surprenant, cette équipe n'est pas surprenante avec le jeu qu'elle déploie. Maintenant après comme tu dis au niveau tactique, par exemple avec la titularisation de Luis Adriano,
Je n'ai jamais su, en fait, en première mi-temps, si l'équipe du Milan jouait en 4-4-2, avec Suso en numéro 10, ou avec Luis Adriano qui avait pris la place de Nyang, tellement le Brésilien jouait dans l'axe, et au final, il a été sorti à la mi-temps, donc c'est peut-être qu'il respectait pas les consignes. Et à noter pareil ce que tu dis, au niveau défensif, on a été assez ridicule. Il faut quand même noter que Paletta, Gomez, pour l'instant, c'est leur deuxième match ensemble et ils facturent quand même 7 buts à eux deux en 2 matchs. Alors qu'on revenait bien, c'est-à-dire que là on avait fait 3 matchs sans prendre de but, 2 victoires et un bon résultat à Florence, donc la défense avait trouvé ses marques. Et là finalement on ressombre, et l'absence de Romagnoli n'y est peut-être pas étrangère. Je sais pas si l'absence de Romagnoli, parce que mine de rien, Gomez, je trouve que Gomez par exemple a fait un meilleur match, mais vraiment beaucoup au-dessus de Paletta, même si Paletta met le 4e but, parce que le match de Paletta jusqu'à son but, il est catastrophique. Hein. Sur le 3e but, Gomez est quand même pas extraordinaire. Hein. Oui, il se fait passer, il y a un beau dribble, je dis pas le contraire sur ça, mais Paletta, je l'ai vraiment trouvé catastrophique. Son but, sauf sa prestation. Hein. Ouais. Voilà. Bon. Après, il faut dire qu'il n'a pas aidé par Abaté, qu'on n'a pas vu du match. Non, mais Abaté, je sais pas ce qui lui arrive, c'est son frère qui joue par rapport à la saison dernière. On espère que Calabria va revenir vite. Soupario, cette analyse tactique, alors c'est vrai que sur la première mi-temps, finalement, c'était plus le milieu de terrain milanais qui s'en sortait le moins mal par rapport aux zones de vérité, c'est-à-dire aux attaquants et aux défenseurs. On a vu, enfin on verra les tops et les flops, mais si on analyse les lignes, c'est vrai qu'on a eu énormément de mal, et bah là où se décide le score. Oui, après le 4-3-3, surtout le choix de Luis Adriano en ailier n'était pas très pertinent. Il n'a pas beaucoup proposé et mon camarade a raison. Il a surtout transformé le système en 4-3-1-2, qui n'a pas du tout marché. Mais je pense aussi que c'est aussi dû à la disposition tactique choisie par Di Francesco, qui bloquait bien les côtés et notamment aussi un milieu de terrain défensif assez impressionnant avec Magnanelli. On reparlera sûrement de ce joueur qui pour moi a montré qu'il valait autant que Montolivo. On va en parler. Alors c'est vrai que moi il y a une question quand même, peut-être que Tom aura la réponse, que je me suis posée en début de match. Pourquoi Luis Adriano titulaire? Ce type-là n'a jamais eu vraiment de crédit au Milan AC, n'a jamais prouvé qu'il méritait une place de titulaire, plutôt déçu, ça s'est vu encore ce soir. Alors c'est pas le seul bien sûr qui a déçu, mais lui c'est répétitif. Et Lapadula laissé de côté, est-ce que ça veut dire que Lapadula ne peut jouer qu'en pointe à la place de Bacca, ou tout simplement que Luis Adriano est préféré à l'attaquant italien? Bah, déjà, je pense que le premier raisonnement de Montella, ça a été, on va dire, de sanctionner avec des guillemets M'Banyang de son match calamiteux la semaine dernière contre la Fiorentina. Et c'est vrai que vu qu'on a eu un mercato assez incohérent et improbable, on se retrouve sans ailier, parce qu'on a seulement M'Banyang, Honda et Suso de mémoire aux ailes. Et on s'est dit, bah tiens, on va mettre qui? Et Montella jugeait, à tort à raison, que Luis Adriano pouvait remplir ces conditions. Le problème, c'est que comme dit Nico, on est plus passé à un 4-3-1-2 qu'au module initial. Et pourquoi pas la Padula? Effectivement, en fait, ça va dépendre de ce que voulait vraiment Montella, et ça, on ne pourra pas vraiment le savoir. Si c'était un 4-3-3, je suis assez d'accord pour dire que la Padula, comme Luis Adriano, de toute façon, ne peut pas jouer à l'aile. Pour moi, c'est un vrai attaquant. Et surtout pas un gaucher, surtout donc ça on en est sûr, c'est-à-dire que c'est vraiment un pur buteur, parce qu'on le connaît pas bien, la Padula. De ce que j'ai vu, oui je pense, d'autant plus qu'on a l'habitude d'avoir des ailiers qui repiquent au centre sur leur bon pied, et la Padula de mémoire est gaucher, donc voilà, ça aurait été un peu difficile. Bon, au passage, Honda a complètement disparu de la circulation. Hein. Oui, c'est vrai. On s'en plaindra pas, hein, mais bon. Oui, il faut le rappeler de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, effectivement. Après, voilà, c'est comme on l'a dit, c'est forcément le module de jeu a changé, et ben, on est passé à 2 pointes. Est-ce que la Padula aurait pu faire mieux que Luis Adriano? Là, je pense. Donc voilà, c'est difficile, mais dans tous les cas, je pense pas que Montella ait fait le meilleur choix ce soir. Nico, une petite réaction sur la Padula? Oui, juste pour dire que Montella n'arrête pas de répéter que la Padula, vu qu'il a une seule place en pointe, la Padula pour lui est un joueur de pointe, il ne jouera jamais sur l'aile. Donc il peut jouer que en complémentarité de Carlos Bacca si demain il décide de jouer avec 2 attaquants. Très bien, ce qui plairait à Berlusconi, qui est plus là pour très longtemps, mais enfin qui a toujours souhaité 2 attaquants. Et c'est vrai que le 4-3-3, bon, ça fait quelques temps maintenant qu'on s'y essaye. On avait trouvé un certain équilibre avec, hein, sur les derniers matchs là, mais bon, les 2 pointes, on va dire, proposeraient peut-être plus de solutions, plus de variété dans la profondeur notamment, pour les passes de Bonaventura, Montolivo quand il se réveille, éventuellement Kuchka, parce que c'est vrai qu'on a du mal à trouver les attaquants, peut-être parce qu'il n'y en a qu'un et qu'il est étouffé au milieu des 2 défenseurs centraux. Bon Nico, tu vas nous parler de ton top 3, hein, on va parler des points positifs. Alors effectivement, avant l'heure de jeu, on avait du mal à trouver des joueurs. Est-ce qu'à la fin du match, tu as trouvé 3 joueurs
peut-être moins d'ailleurs, hein, pas forcément 3, mais enfin je veux dire quelques joueurs qui sortent du lot côté milanais. Alors, je vais commencer par le premier avant la remontée fantastique du Milan, c'est Bonaventura, que je trouve en fait n'a pas été transcendant, mais a été correct, a fait un bon match. Voilà, avec un beau but, et c'est lui qui a essayé de faire quelques actions offensives. Et ensuite, il y avait Deschilio aussi avant la remontée fantastique du Milan, que j'ai trouvé plutôt correct. Pas dingue, mais il s'est pas fait prendre défensivement. C'est lui qui fait la passe pour lors du petit jeu en triangle, enfin du petit jeu à deux, avec Bonaventura ce premier but. Après, il y avait aussi, je l'ai trouvé assez agressif et il s'est très peu fait prendre sur son couloir. Et mine de rien, l'entrée de Nyang a été salvatrice pour le Milan. Il crée, même si le penalty généreux, c'est quand même lui qui se fait coucher par terre. Ah bah on lui doit l'action, hein, de toute façon, il part tout seul, on voit rarement ça, hein, côté milanais. Il a beaucoup dérangé la défense de Sassuolo. Il y a aussi un très bon coup franc où Bonaventura, juste avant le 4e but, c'est que Bonaventura, que Consigli sort de la lucarne. Et c'est lui qui fait le centre pour Paletta. Bon, Supario. Alors, je mettrai en 1 Bonaventura pour son match et ses appels incessants, son activité incessante au milieu de terrain. Même défensive, hein. Oui, même défensive, oui. N'oublions pas qu'il est titulaire en sélection, hein. Sur les 2 derniers matchs, il était titulaire et a fait des bonnes choses, hein, notamment en Israël, où il provoque le penalty du 2-0. En deuxième position, j'ai mis Igo Catelli pour son entrée en jeu et le fait qu'il ait largement apporté davantage que Montolivo. Et en 3, je mets Donnarumma pour son arrêt sur le tir de Politano qui pourrait être une égalisation et poser de graves problèmes au Milan. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Donnarumma, mais quand il sort cet arrêt-là, il compte beaucoup dans la physionomie du match. Tom. Alors j'ai le même top 1 que vous, c'est Bonaventura. On avait du mal à le retrouver durant 2-3 rencontres. Mais là depuis le match contre la Fiorentina et même la semaine d'avant il me semble, on commence à retrouver le vrai Bonaventura qui voilà, sans être monstrueux, est le seul qui a vraiment porté le ballon, le seul qui a apporté du danger. Le seul joueur où on avait l'impression d'avoir le vrai Bonaventura sur le terrain et pas une pâle copie, parce qu'il y en a quand même plus d'un, et on en parlera dans les flops, qui sont passés au travers. Et mes 2 autres, ça va être un mix avec les tops de Nico et de Superlio, ça va être en top 2 Nyang. Alors autant il était le flop 1 la semaine dernière, autant peut-être que la mise sur la touche lui a peut-être fait du bien. Il a fait une belle rentrée. Alors ça reste un joueur très approximatif, très brouillon, qui fait des fois des contrôles un peu aberrants et il s'en mêle les pinceaux. Mais en attendant, lui, pour être un peu grossier, il les a portés, il a couru. Et même si le penalty est très généreux, on lui doit parce qu'il lâche pas, il aurait très bien pu se faire bouffer, ne pas se donner à fond. Là, il y va à fond, il obtient un péno certes très très généreux, mais il l'obtient et c'est lui aussi qui est dans l'action du 4e but. Et puis pareil, il conserve superbement bien le ballon en fin de match. Voilà, une excellente rentrée. Et le top 3, bon ça, en plus je vais pas être objectif parce que c'est Locatelli. Donc au lieu de faire moult compliments à ce joueur que j'adore et que je veux vraiment voir au Milan, ça va faire un lien entre mon top et mon futur flop. Il faut savoir que Montolivo sort à la 67e, à 3-1 pour Sassuolo, 69e 3-2, 72 ou 73 3-3 et ensuite 4-3. Oui, j'y ai pensé, ouais. Je pensais que Nico le dirait, mais tu l'as devancé. Ah ben voilà, mais c'est criant. Puis au-delà du but, il faut quand même avouer que on n'a pas l'impression lui non plus qu'il a 18 ans, il y va quand même au charbon le petit. Il n'hésite pas à mettre des tacles, il n'hésite pas à aller au duel, à prendre des coups même s'il n'est pas très costaud. Il balance des bonnes passes. De mémoire, je suis pas certain à 100%, mais l'action en toute fin de match, c'est celle où Bonaventura se fait rattraper à la fin, où c'est Poli qui est lancé en profondeur. Il me semble que c'est Locatelli qui envoie cette superbe passe à Poli. Donc voilà, c'est ce type de joueur que je veux au Milan et j'espère qu'on va l'avoir titulaire pour les prochains matchs. Bah de toute façon ça fait quelques temps qu'on réclame sa titularisation nous ici, donc on aimerait bien le voir plus souvent. Je crois qu'il est en train de montrer qu'il le mérite. À chaque fois qu'il rentre il est bon. Bon c'est intéressant et surtout on espère en voir d'autres comme ça. On espère le retour de Calabria et puis on espère que le Milan certes formera des joueurs mais n'oubliera pas aussi de temps en temps d'aller repérer et chercher des joueurs comme Pellegrini du côté de Sassuolo. Après tout, c'est ça aussi l'ascenseur social, c'est faire passer les joueurs d'un club moyen qui est meilleur que nous en ce moment, certes, mais enfin plutôt moyen si on prend l'histoire et puis le statut général du club, dans un club supérieur qui permettrait au Milan du coup de retrouver les premiers rôles et de rejouer les premiers rôles avec des jeunes du cru et des jeunes italiens, parce que le cru c'est aussi la nation selon moi. Bon, comme tu voulais faire la transition tant qu'à faire Tom, autant que tu nous lances ton flop directement, hein, puisque tu voulais faire l'enchaînement, donc vas-y sur Montolivo.
Alors oui, donc du coup pour Montolivo, bah, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est quand il avait fait son très bon match contre la Fiorentina, on avait dit c'est dommage, il ne le fait que très très rarement. Eh ben on l'a vu, voilà, on a retrouvé le Montolivo depuis le début de l'année. Alors il n'a pas été le plus mauvais, mais voilà, il pèse pas, il arrête pas les troupes, il arrive pas à les motiver. C'est quand tu prends un but juste après l'égalisation, t'es censé un peu les motiver. Au final, on n'a pas vu de réaction. Et au final, la réaction du Milan, ça a été sa sortie. C'est quand même un énorme symbole pour notre soi-disant capitaine. Alors, on va pas le répéter 1000 fois parce qu'on ne fait que ça, dire qu'il n'a pas la carrure d'un capitaine. Mais là, le symbole est vraiment criant. Alors, en numéro 2, ça va être Abaté, ou plutôt le cousin d'Abaté qu'on voit depuis le début de la saison, parce que là, je veux bien entendre, effectivement, on l'a dit aussi ici, qu'il peut manquer de physique et tout, mais ça Non, passe. mais là, il est hors du coup, là, c'est Voilà, plus que ça. Là. ça passe, c'est pas une question de physique, là, c'est une question de cerveau, il y a un problème. Je sais pas ce qui lui arrive, je sais pas ce qu'il a, mais c'est pathétique. C'est sur le but refusé de Ajapong, je crois, en première mi-temps, il est aussi un peu à la ramasse. Totalement. Et on l'a pas vu en attaque. Il a fait un centre, je me suis dit, oh purée, merde, c'est vrai que c'est pas Calabria. Attends, Ouais. à un moment donné, il a fait un centre, je sais plus qui, Luis Adriano, je crois qu'il gêne Bonaventura de mémoire, de la tête. Il y a un centre qui a failli trouver la tête d'un Milanais. Bon, ouais, non, c'est la seule bonne action du match. Non, non, mais effectivement, il est totalement hors du coup, ça se voit. Je pense que le physique joue aussi sur le mental, c'est-à-dire qu'il voit qu'il est pas capable de faire les courses qu'il fait d'habitude, qu'il n'a pas la même maison, parce que d'habitude il surnage, il surclasse les autres physiquement, donc ça lui donne confiance, je pense. Et là, c'est vrai que on est content quand Calabria joue. Oui, voilà. Donc j'espère qu'une chose, c'est au retour de la trêve internationale, j'espère que Calabria reviendra titulaire et je pense qu'il le reviendra parce que Abaté n'a clairement pas marqué des points. Et le flop 3, ça va être la défense centrale. On a tendance à dire, et à mon sens à juste titre, que on fait une association et non plus on n'assemble pas des joueurs, mais on crée une association un binôme. Et là, voilà, c'est l'exemple, c'est Paletta qui était monumental toute la saison avec Romagnoli. Ben là, méconnaissable, parce que je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas d'automatisme avec Gustavo Gomez qui a pas non plus été fou. C'est les deux ensemble, ça colle pas. Gomez, il fait deux trois bonnes choses en niveau interception, mais il se fait passer comme un enfant sur le but du 3-1. Et Paletta, ouais, ok, il marque le but, mais comme l'a dit Nico en début d'émission, il était à la ramasse complet. Donc même si c'est malheureux pour Gomez, qui a pas non plus été le pire joueur lui non plus, l'association Romagnoli-Paletta marche bien, donc qu'on la laisse et après on peut essayer de prier, de brûler un cierge à chaque fois qu'il y en aura un des deux qui sera blessé. Bon, et on espère qu'un jeune bon défenseur central sortira un jour de la Primavera, puisqu'on les attend aussi. Hein, on a beaucoup de latéraux, on Ça, a c'est des plus milieux de compliqué. terrain. Effectivement, on les attend. Tu nous avais parlé de Bellanova, mais c'est un latéral, c'est ça? C'est la latérale, puis là, vu la quantité de buts encaissés par la Primavera, c'est pas... Oui, c'est pas le moment. voilà, On va c'est pas patienter un peu. On va patienter un peu. Nico, Ben moi je vais commencer par le plus mauvais de tous, hein, ben, ça a été Abaté, hein, Ouais. qui restait, il fallait le voir, au pire quand le Milan avait le ballon, qui restait collé sur sa ligne de touche, quoi. Il bougeait pas, il se cachait derrière le défenseur au milieu de terrain de Sassuolo pour dire je veux pas le ballon, j'ai pas envie de l'avoir. Et quand tu vois aujourd'hui donc le match de notre capitaine, même si il sera pas dans mon flop, et le match de notre vice-capitaine, c'est difficile quand même pour ce Milan de dire qu'il va falloir relever la tête quand t'as les deux leaders soi-disant de vestiaire qui sont pas présents sur le terrain en termes de niveau de jeu. Donc voilà. Et ensuite en numéro 2, bon Paletta qui a été en retard sur ses interventions, qui même par des passes, alors on avait été agréablement surpris depuis son début de saison, c'est la qualité de passe de Paletta. Alors là, avec ses passes, il mettait en difficulté ses coéquipiers. Soit les passes étaient trop en arrière, soit elles étaient au niveau du ventre, enfin il mettait ses coéquipiers dans de mauvaises positions. Donc rien qu'au niveau de la relance, bon un match à oublier, on va quand même pas oublier aussi les 6 très bons matchs qu'il a fait avant. Et pour finir, Luis Adriano, je pense que ce match-là, c'est un bon point pour la Padula, parce que là, quand l'entraîneur te sort à la mi-temps d'un match, c'est que si t'es pas blessé, c'est que t'as été mauvais. Et plus ce joueur joue, et pourtant j'ai rien contre lui, hein, parce que c'est un mec qu'on voit qui donne tout, il est combatif sur un terrain. Mais je le trouve en fait de moins en moins de qualité, de plus en plus de défauts à ce joueur, et c'est vraiment une erreur de casting d'avoir payé quand même ce joueur. Donc faudra expliquer quand même ce qui nécessite donc 8 millions d'euros pour 6 mois chez ce joueur-là, et surtout qu'on n'ait pas réussi à lui trouver un club cet été, quoi.
il va chauffer le banc, il a un gros salaire apparemment. À mon avis, au mois de janvier, c'est fini pour lui. Je l'espère, en tout cas. Et au passage, erreur de casting qui avait été annoncée par Casa Milan dès le départ, hein, dès l'annonce de son recrutement. Moi, j'avais pas été aussi dithyrambique. J'avais espéré le bon coup. Parce que le Shakhtar Donetsk sort quand même quelques très bons Brésiliens. Et je m'étais dit peut-être que lui, qui sait, Milan avait préféré payer les 8 millions d'euros pour pas faire comme le coup comme Honda, d'attendre et d'avoir un joueur hors de forme au mois de janvier. Au final, on aurait dû se le laisser souffler par un autre club. Soupadio. Alors, en premier, je mets Abaté pour son erreur impardonnable à ce niveau. Cette passe dans l'axe qui amène l'égalisation de Sassuolo. Il est dépassé en ce début de saison. Là, son sort me rappelle un peu celui de Maggio à Napoli. Au Napoli, où ce joueur était titulaire indiscutable pendant de longues années, jusqu'à ce qu'il y ait un déclin au niveau de son âge et qu'il soit dépassé par l'Albanais Isage. Après, en deux, je mets Montolivo pour sa capacité à ralentir le jeu et à ne pas trouver la bonne passe tout de suite en première intention. Il en devient énervant et je suis toujours étonné de voir qu'il est convoqué en équipe nationale alors que Jorginho di Napoli ne l'est même pas. En 3, je rajoute Luis Adriano qui n'a pas fait grand-chose et je comprends pas que Montella ne mise pas davantage sur Lapadula ou n'accorde pas plus de temps de jeu à Lapadula. Oui, non, c'est vrai, on espère. Il y avait des petits pépins physiques aussi apparemment à la Padula. C'est Ouais, pour on ça espère que les choses vont évoluer quand même à ce niveau-là, parce que c'est vrai que là il y a des choses qui sont assez criantes. On parlait de Locatelli titulaire à la place de Montolivo. Calabria évidemment qui de toute façon est passé titulaire, là il était absent parce qu'il avait un petit souci physique. Et puis bien sûr, Lapadula au moins premier remplaçant de Bacca, si ce n'est complément de Bacca sur le terrain comme titulaire, quoi. Il y a des choses quand même qui sautent aux yeux. Bon, moi je vais pas oser rajouter Poli à la place de Kuchka, mais je le pense très fort. Et puis on va passer au mot de la fin avec Tom. Le mot de la fin, c'est peut-être... bon, déjà, je tiens à souligner que j'avais complètement oublié Luis Adriano, donc merci les gars. Parce qu'en fait, en faisant mon flop, il était tellement fantomatique que je l'ai oublié. Donc voilà, donc... C'était Honda avant, hein, tu te rappelles? On ouais, oubliait voilà, souvent Honda, on savait pas pourquoi. j'aurais dû faire un flop 4, en fait, j'avais pas le choix, je l'avais complètement oublié. Donc voilà. Et plus que... Ça va être deux petits... tu sais, moi j'aime bien faire deux petits mots de la fin. Vas-y. Le premier, ça va être une image, ça va être les larmes de Locatelli. Et apparemment, donc il a fait 2-3 commentaires à la suite du but après le match où il s'est montré très humble et tout. Puis même voir cette image-là avec les larmes de ce gamin qui peut pas contrôler son émotion, j'avoue que ça m'a pris aux tripes. Et ensuite... Tom a un cœur, on le découvre. Oui, hein, ouais, de temps en temps, ça m'arrive. Voilà, c'était pas... Oui, les auditeurs, je crois, vont apprendre quelque chose ce soir, c'est bien. On aura au moins fait l'émission pour ça. Tom a un cœur. Et le deuxième point, c'est que j'ai regardé, en fait, en même temps que je vous écoutais, le classement, mine de rien, on est quand même 5e avec 13 points, et on est qu'à 1 point de la deuxième place du Napoli. Alors, je ne projette évidemment pas sur la fin de saison, mais c'est quand même pour souligner qu'on n'est vraiment pas si mal, et c'est un peu pour... je donne le ballon, en fait, je fais une passe à Nico qui peut enchaîner, parce que Nico était le premier à dire qu'il y avait éventuellement un coup à jouer cette année, et là je constate qu'on est effectivement dans le coup, malgré nos errements défensifs. Et vous imaginez Mehdi tout seul chez lui face à sa télé, là il est en train de faire des projections pas possibles, c'est Milan vainqueur de la Ligue des Champions de l'année prochaine. La Juve par contre carbure, donc ça c'est un autre problème. On parle pas trop de la Juve quand Nico est là. Bon vas-y Nico. Merci Tom de reconnaître ce que j'ai dit. Non mais quoi qu'il arrive, je pense pas que la Ligue les 3 premières places sont quand même possibles pour le Milan. Je pense qu'on peut se battre pour la Ligue Europa et c'est bien d'avoir battu un concurrent direct aujourd'hui. Moi mon mot de la fin, il sera sur la Ligue Europa. Et en plus de cette petite victoire, tous les jeudis, l'Inter actuellement nous fait vivre un véritable bonheur. Après l'Apoel Beersheva, une nouvelle défaite. Alors en plus j'ai regardé la première demi-heure, fallait quand même les voir parce que sinon aujourd'hui on a été ridicule en défense pendant une bonne heure. Eux, c'était le cirque Pinder, entre Felipe Melo, Ranocchia, Murillo, Kondogbia la dernière fois encore. Non mais tu regardes ça, toi? C'est toujours un plaisir de pouvoir regarder l'Inter quand il se vote pareil. Il la joue vraiment, cette compétition? Je pense qu'en fait, certains disent que l'Inter ne veut pas la jouer. Moi, je pense que j'ai du mal à croire qu'un club comme l'Inter... décide d'être ridicule parce que là ils sont ridicules hein. Ils sont intéressants en championnat. J'essaie d'être un minimum en fait. Bien sûr. J'ai trouvé intéressant en championnat alors et je peux pas voir les matchs d'Europa League et moi je me demande, mais comment c'est possible? Donc après si tu les vois et que tu dis qu'ils sont sérieux, en fait ce qui se passe c'est qu'ils font tourner l'effectif et le niveau des remplaçants est effrayant. Et avec il y a des Chinois richissimes à la tête de l'Inter aussi. Et avec des équipes en face en plus qui arrivent le couteau entre les dents et qui jouent un coup, là ils sont quand même derniers donc après les 2 matchs et
Et j'avoue que c'est le deuxième jeudi que je rigole bien. La dernière fois, j'ai rien dit parce qu'on n'a pas fait l'émission, donc j'avais oublié. Mais alors là, après la Poel Beersheva, le Sparta Prague, fantastique. Ah bah tant mieux, mais alors se taper les clubs que tu viens de dire contre l'Inter, il faut le vouloir, Nico, je t'admire parce que j'en serais incapable. Soupalio. Moi, mon mot de la fin concernera deux noms, Verdi et Petagna, qui réalisent un bon début de saison, et ça laisse des regrets de voir que ces jeunes s'épanouissent ailleurs, alors qu'ils auraient très bien pu avoir une place dans l'effectif à la place des Luis Adriano ou Honda. Ah mais comme souvent, c'est vrai que Verdi c'est un nom que je citais il y a quelques années, il y a 3-4 ans me semble-t-il maintenant, un peu comme je citais Darmian il y a plus longtemps, il y a plus de temps, et à chaque fois on me riait au nez, on me disait mais non, ces joueurs-là ne valent rien, tu les surévalues, etc. Mais on leur donne jamais leur chance, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme Sapona, là c'est la même chose, les mecs ils jouent 2 matchs et encore, quand je dis 2 matchs c'est pas 2 matchs complets, donc comment voulez-vous qu'ils progressent, c'est impossible, donc c'est vrai que c'est bien de les voir exploser ailleurs, et ça montre aux dirigeants qu'ils ont eu tort, et qu'ils n'ont pas été capables de déceler ce talent, ce potentiel chez des joueurs qui en avaient évidemment et qui le montraient avec les sélections nationales de jeunes quoi. Donc bon c'est regrettable. Mais ce qui est bien c'est que là on en a quand même quelques-uns qui peuvent percer parmi ceux qui sont titulaires chez nous, chez les jeunes. Ah, il y a une petite info concernant Romagnoli, j'écoute. Oui, je viens de lire qu'apparemment Romagnoli, il y en aurait pour 3 semaines. Donc Voilà, à Gustavo confirmer, Gomez, mais c'est ce que je viens de titulaire dire. contre le Chievo dans 15 jours. Ouais, voilà. Donc c'est pour faire le lien avec la prochaine émission, je pense qu'on risque d'avoir la même charnière centrale. Donc j'ai peur des dribbles chaloupés de Birza en fait là maintenant. Ah Oh, bah oui, bah, c'est vrai que c'est ouais. très effrayant. Remarque qu'Acerbi a marqué contre nous aujourd'hui, donc tout est possible. Bon messieurs, on se retrouvera certainement dans 15 jours, à moins qu'on fasse Italie-Espagne, mais c'est un jeudi soir, et quand on se lève très tôt le vendredi matin, c'est pas facile, donc ça dépendra de notre état de forme. Quoi qu'il en soit, bonne semaine à tout le monde, bonne soirée, à dans 15 jours, salut. Ciao. Ciao.